souvent l'actualité, c'est l'écume des choses. Et très souvent, les choses qui sont vraiment importantes, elles ne font pas un titre de presse. Ce qui fait un titre de presse, j'allais dire, c'est une sorte de racolage public. C'est des choses dont on se dit, ah oui, ça va marcher parce que c'est un peu spectaculaire, un peu scandaleux, un peu ceci, un peu cela. Merci beaucoup Eric Fotorino d'être avec nous. Merci à vous d'être présents et matinaux pour assister à cette rencontre. Je ne sais pas si vous êtes venus écouter l'écrivain, le journaliste et l'homme de presse. Je vais essayer de donner la parole aux deux, en tout cas de faire apparaître... je ne sais pas comment les appeler, c'est pas deux facettes, parce que j'imagine elles sont toutes les deux de face et toutes les deux très liées. Vous avez quand même commencé comme journaliste, notamment spécialiste de l'économie. Vous êtes entré au Monde, où vous êtes resté longtemps, 25 ans, et que vous avez fini par diriger. Parallèlement, vous avez commencé à publier des romans. Vous avez une bibliographie extrêmement impressionnante, très très longue, où il y a des livres que je dirais vraiment de journalistes, et effectivement, à partir de 1991 et de Rochelle, une œuvre d'écrivain plus fictionnelle, plus littéraire, dont on va parler bien évidemment. Je pense que vous connaissez peut-être, en 2004, Caresse de rouge, en 2007, Baiser de cinéma, qui a obtenu le prix Femina. Puis et sont venus ces livres, je ne sais pas s'ils sont plus directement autobiographiques, parce qu'en fait, il y a quand même une dimension autobiographique très présente dans sans doute tous vos romans. Donc je pense évidemment à L'homme qui m'aimait tout bas, Le marcheur de Fès, Question à mon père, dont j'ai apporté une édition dans une collection de poche que j'aime bien. Et l'année dernière, 17 ans, des livres dans lesquels vous revenez en général par le biais de la fiction sur votre histoire personnelle et votre enfance et vos parents. Homme de presse, donc, je disais Le Monde, depuis 5 ans. Vous avez fondé aussi plusieurs journaux, magazines, revues. Il y a Le 1, qui est ce journal que donc, vous avez fondé en 2014 et qui marche très bien. Et effectivement, ce qui singularise ces journaux que vous avez créés, Le 1, America, que vous avez fondé avec François Bunel en 2017, et cette année Zadig. C'est à la fois le pari d'une presse de grande qualité, alors même qu'on dit que la presse, et le fait est, va pas toujours très bien, et une presse aussi qui fait appel, outre les journalistes, à des écrivains. Vous donnez des écrivains et des artistes qui prennent la parole dans ces journaux. J'ai vraiment beaucoup trop parlé. Déjà, donc évidemment, ce qui fait le lien entre les livres, Eric Fotorino, et la presse, c'est l'écriture. Est-ce que vous avez deux facettes, ou est-ce que l'écriture est votre facette unique sur laquelle se dispatchent vos différentes activités? Merci Nathalie pour cette riche, belle présentation. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Je crois que vous avez prononcé le mot. Effectivement, ce qui est central pour moi, c'est que c'est l'écriture. C'est-à-dire que, pour être plus précis, c'est que je pense que rien n'existe vraiment dans ma vie tant qu'il n'est pas passé par l'écriture. Autrement dit, je crois que je suis né dans mes livres. Je suis sûrement très mal né le jour de ma naissance, et donc mes papiers d'identité étaient des faux. C'était des choses, il n'y avait que des mensonges dessus, et d'une certaine manière, une petite feuille d'état civil dans une mairie à Nice, remplie de mensonges, a fait que j'ai dû écrire des milliers de pages, peut-être, de rectificatifs, comme on dit dans notre métier de journaliste. Et donc, pour moi, l'écriture, évidemment, je ne l'ai pas su tout de suite. Même quand j'étais adolescent, je n'écrivais pas. J'ai pas de cahier, de carnet, de choses intimes dans mon enfance ou dans ma jeunesse, sauf, justement, et c'est là que se rejoigne ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je crois que je suis devenu journaliste pour sortir de moi, pour justement, comme dit mon ami Emmanuel Carrère, pour raconter d'autres vies que la mienne.
Et donc j'ai cru qu'en rentrant au Monde, un journal si important avec des lettres en gothique sur un immeuble parisien, à l'époque c'était celui de la rue des Italiens, ça m'affranchirait de toute identité personnelle, que je pourrais la noyer, la couler dans quelque chose qui était beaucoup plus solide, pensais-je. Et puis après, donc j'ai commencé au Monde en 1986, les dates ont de l'importance, et j'ai en effet publié mon premier roman en 91, alors que je croyais que j'assouvirais mon envie, ma curiosité, mon envie d'écrire en publiant mes reportages dans Le Monde. Et j'étais un vrai graphomane, j'ai écrit je ne sais pas combien de centaines et même de milliers d'articles dans Le Monde. Eh bien, à un moment donné, il y a eu quelque chose, on pourrait peut-être revenir sur ce quelque chose, qui a fait que j'aurais même pu remplir Le Monde à moi tout seul. Ça n'aurait pas, il y aurait eu encore quelque chose de bancal. Et donc c'est pourquoi j'ai quitté Le Monde pendant 2 ans. J'ai écrit Rochelle, effectivement, qui est mon premier roman qui est sorti, comme vous l'avez dit, en 91. Donc finalement, bien sûr, je pourrais dire, avec un peu de recul, il y a eu une sorte de partage des encres, comme il y a des partages des os, c'est-à-dire qu'il y a l'encre du journaliste et l'encre de celui qui ne s'est jamais vraiment reconnu comme un écrivain. Je ne me vis pas comme un écrivain, je me vis comme quelqu'un qui écrit, qui essaie de tâtonner dans l'obscurité de ses origines et qui comprend que c'est seulement par le fil de l'écriture, un peu comme un funambule est sur son fil, que j'arrive à éclairer un petit peu quelque chose. Mais le dernier point avant de vous redonner la parole, c'est que très souvent, je considère l'écriture un peu comme justement, vous voyez cette salle-là, imaginons que c'est une salle de cinéma où les gens viennent voir un film et puis quelqu'un arrive en retard, la salle est déjà dans l'obscurité, et puis il y avait autrefois ce qu'on appelait une ouvreuse qui avec sa petite lampe de poche, vous guidait sur une place, restez libre. Et donc j'ai toujours associé l'écriture, enfin en tout cas mon écriture, à cette lumière zigzagante d'une petite lampe de poche qui vous ferait un chemin dans l'obscurité. Et ce que j'ai compris avec le temps, puisque ça fait quand même quasiment 30 ans que j'écris à peu près le même roman, ou que je reprends la même histoire sous d'autres coutures pour essayer de voir justement, de traquer des zones d'ombre. Et je pense que autant mes livres apportent de lumière ou de lumière zigzagante, autant à la fin c'est l'obscurité qui gagne. Voilà. Quand vous disiez que la chronologie est importante, donc il y a effectivement ces débuts journalistiques, ce désir, disiez-vous, à travers le journalisme, de vivre d'autres vies, ou en tout cas d'écrire sur d'autres vies que la vôtre. Ce premier roman que vous écrivez et qui paraît en 1991, c'est pour vous recentrer. Enfin, je veux dire, c'est effectivement vivre d'autres vies que la sienne, mais le besoin de quand même se recentrer sur soi. Alors, oui, je pense qu'en fait, ce livre, avec toutes les imperfections d'un premier roman, il était cette tentative, effectivement, de dire « je », alors que dans ce métier de journaliste, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne dit pas « je ». C'est-à-dire que j'ai le souvenir, par exemple, quand j'arrivais dans des conférences de presse, que j'étais un jeune journaliste du Monde, je disais même pas mon nom, je disais Le Monde, et puis ça y est, on m'installait au premier rang. Donc, il y avait quelque chose, je me cachais un peu. Et donc, finalement, d'écrire ce premier roman, c'était de dire jeu, mais un jeu qui n'était pas pour éclaircir, c'était un jeu contre le silence, contre le mensonge, contre l'à peu près, le flou. Je me souviens d'une fois une rencontre avec des lycéens sur un de mes romans et une jeune fille m'avait demandé si j'aimais écrire. Et je lui avais répondu du tac au tac, est-ce que vous aimez respirer ? Et donc ça m'était venu comme ça, j'ai pas réfléchi. Mais en fait, c'est vrai que au fur et à mesure, l'écriture s'est métabolisée, elle est devenue quelque chose dans mon organisme, presque même physiologique ou physique, qui est une nécessité aussi forte que peut l'être respirer. Et donc, pour moi, je dis aussi parfois que tous mes livres sont traduits du silence, comme on pourrait dire, ils sont traduits de l'anglais ou du chinois ou je ne sais quoi. C'est vrai que tous mes livres sont arrachés au silence.
Et donc, si vous voulez, se recentrer, pour moi, avant de se recentrer, c'était quand même accepter un immense vertige, la peur du vide, de sauter. Un peu comme quand j'étais enfant, quand inconscient, je sautais du 5 mètres, et puis après, plus grand, je sautais plus jamais du 5 mètres, mais du 3 mètres, et après, j'allais même plus au 3 mètres, je plongeais du bord. Donc on est inconscient, à un moment donné, on se jette, et puis on ne se rend pas compte. Ben, je me suis jeté dans l'écriture à un moment où je ne me rendais pas compte complètement de ce que j'allais faire. Vous avez dit tout à l'heure que ça faisait donc 30 ans que vous écriviez le même livre. C'est vrai que moi, j'ai pas lu Rochelle en 91, je l'ai lu après. Et on est frappé en le lisant, effectivement, par déjà cette présence de ces questions liées à votre enfance. Donc voilà, à vos parents, à votre père adoptif, dont vous avez appris assez tardivement qu'il n'était pas votre père biologique. Donc toutes ces questions sont déjà, effectivement, de façon romanesque, dans Rochelle. Oui, en fait, je pense que je n'aurais pas écrit si j'avais su qui j'étais, sincèrement. Je pense que j'aurais fait du journalisme, j'aurais fait du vélo, j'aurais fait plein de choses que j'aime faire, mais je suis plutôt quelqu'un qui est assez vital et qui aime être dans la vie. Et pour moi, écrire était quand même une forme de confinement, c'est-à-dire que même de façon pratique, c'est-à-dire que vous êtes derrière un bureau ou assis quelque part et puis vous écrivez. Et si vous voulez, effectivement, depuis quasiment 3 décennies, puisque j'ai commencé à l'écrire en 1988, pour qu'il paraisse en 91, donc ça fait vraiment 30 ans que je suis là-dessus. Pour moi, c'est comme les motifs d'une tapisserie qui ne finirait jamais. C'est-à-dire que je ne pense pas que j'en aurais jamais fini, parce que quand justement un livre répond à certaines questions que j'ai pu me poser, sur la judéité, sur l'adoption, sur la religion catholique, sur l'époque aussi, l'époque des années 60, etc. Chaque fois que je pense en avoir terminé, d'autres questions surgissent qui sont tout aussi prenantes et obsédantes. Et justement, la vie de tous les jours permet de mettre un couvercle sur ces obsessions. Mais il n'empêche que, je dis souvent, pour moi, le journalisme, c'est le centre et la littérature, c'est le cœur. Alors, entre le cœur et le centre, je ne sais pas, je ne suis pas bon en géométrie, je ne sais pas quelle est la distance. Mais pour moi, c'est vrai que c'est important. Et dans un autre roman que j'ai écrit beaucoup plus tard, mais que j'ai commencé aussi dans fin des années 80, que j'ai publié seulement en 2004, qui s'appelle Korsakov, qui est juste d'une certaine manière un Rochelle à travers laquelle serait passé le temps, et un peu plus de lumière et de profondeur. Je rappelle ce que me disait ma grand-mère, ou ce qu'elle disait de moi au maternel, où elle disait: Eric est un enfant débrouillard parce qu'il sait bien réparer la chaîne de son vélo, ses pneus, etc. On ne s'occupe pas de lui. Il va à vélo à Bordeaux à l'école, donc il est débrouillard. Et moi, quand elle disait un enfant débrouillard, elle disait ça à une voisine, j'entendais un enfant, plus loin plus loin brouillard. Oui. Et donc, et pour moi, donc j'ai compris que les mots, c'était un peu comme les mallettes d'agents secrets, où finalement sur le premier étage, il n'y a rien de très intéressant, il y a des cravates, il y a des trucs. Et puis si vous ouvrez le double fond, et là il y a la vérité, là il y a comment vous allez vous en sortir. Et ben finalement, je me suis rendu compte que les mots, si je les prenais d'une certaine manière, je pourrais peut-être m'en sortir. Est-ce qu'il y a des écrivains ou des grands livres, ou des livres pas très grands d'ailleurs, qui vous ont... Parce qu'on n'est pas toujours... c'est pas toujours des grands livres qui nous portent ou qui nous aident. Est-ce qu'il y a des écrivains, des livres qui vous ont accompagné, qui ont déclenché des choses aussi pour vous dans l'écriture? C'est drôle parce que dans le Zadig que vous avez là, il y a un entretien que j'ai fait avec Pierre Lemaître et il dit exactement ce que vous venez de dire. Il dit, il y a des livres, c'est pas des grands livres, mais on est complètement à eux et le temps que dure la lecture, on est complètement happé par ce qu'ils racontent. Je dirais, il y a 2 ou 3 textes pour moi qui ont été importants, des textes de commencement en fait. On vivait à La Rochelle et ma mère avait, il y avait à l'époque dans les années 70 des cosy. Les cosy, c'était une sorte de meuble en bois qui entourait les lits
avec des tiroirs ou des petits bouts de placard et puis des rangements. Et là, il y avait des bouquins. Et évidemment, je passais toujours devant en prenant bien soin de ne pas en prendre un. Et donc ma mère m'exhortait à lire et finalement un jour j'ai fini par accepter, par obéir, et donc j'ai pris le livre le plus mince possible. Je me souviens parce qu'il y avait 2 livres, l'un à côté de l'autre. Un, c'était Le Notaire du Havre de Georges Duhamel, était très gros, et un autre de Paul Guimard, qui s'appelait La rue du Havre, qui était très très mince. Évidemment, j'ai pris celui-là. En plus, comme je courais à vélo à l'époque, il y avait un champion qui s'appelait Cyril Guimard. Je me suis dit, tiens, Guimard, Paul Guimard, c'est peut-être intéressant. Et j'ai lu ce livre, donc La rue du Havre, qui est peut-être pas un grand livre comme Les choses de la vie ou d'autres de Guimard, mais qui est extraordinaire parce qu'il il mélange des destins et des destinées, et j'ai trouvé que c'était très fort de faire ça. Donc ça ne m'a pas fait me dire que j'allais faire ça, mais simplement ce livre, je l'ai gardé longtemps et je l'ai toujours. Et un jour, j'avais fait la chronique de Dernière Page du Monde en parlant de Paul Guimard et en parlant de ce livre que je n'avais plus, que je ne trouvais plus dans ma bibliothèque. Et 3 lecteurs me l'ont envoyé. Vous voyez, c'est pratique quand même de faire ce métier aussi. Et donc, c'était très sympa. Et donc, j'ai refait une chronique du coup. Parce que on peut lancer des appels comme ça à l'aide. On peut lancer des appels à l'aide. Et donc, mais autrement, il y a un livre clé pour moi, d'un auteur avec qui j'ai passé le week-end là, avec son livre, pas avec lui, qui est La rue des boutiques obscures de Patrick Modiano. Alors ça, c'est vraiment un souvenir très précis parce que j'avais 17 ans, j'avais fait une sorte de dépression, j'ai quitté l'école pendant 3 mois et je ne faisais plus que du vélo, et j'étais chez un oncle et une tante dans la campagne qui avait une très grande bibliothèque. Et j'allais pas bien. Et je venais d'apprendre que j'avais un père juif du Maroc. Enfin, tout ça a été... Mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire juif, et je n'aurais pas pu vraiment situer le Maroc sur une carte. Donc c'était quand même un état d'ignorance assez important. Et donc, j'étais allé le voir. J'étais allé le voir à Toulouse, où il vivait en France depuis quelques années. Mais j'étais allé et j'étais reparti, parce qu'il y avait une sorte de conflit de loyauté avec le père qui m'avait donné mon nom, qui m'avait élevé, et puis cet homme qui était mon père. On se ressemblait physiquement, mais c'est tout ce que je voyais, et j'étais reparti. Donc c'était vraiment un moment difficile dans ma vie. Et puis j'ai repris les cours, et un prof de français nous a dit, écoutez, bien sûr au programme, il y a Camus, il y a beaucoup de grands textes, mais vous pourriez lire Rue des boutiques obscures de Patrick Modiano. Et donc, à La Rochelle, il y avait une librairie qui s'appelait Le Quartier Latin, et je suis allé acheter ce livre. Et je l'ai lu. Et là, j'ai été complètement estomaqué, parce que j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. C'est-à-dire qu'il m'autorisait. Finalement, je me suis dit, mais on a le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'on a le droit de gratter comme ça, de ne pas dire la vérité, puisqu'on ne nous l'a pas dite, on ne va pas non plus la dire nous. Mais on peut jouer entre les flous, entre les ombres, justement. Et ce livre m'a profondément marqué. Et vous rappeliez tout à l'heure Baiser de cinéma. Je me souviens qu'en 2007, un peu avant que j'ai le prix Femina, Antoine Gallimard m'avait invité à dîner. C'était un honneur pour moi, je ne connaissais pas bien. Et il m'a dit, écoutez, j'ai pensé vous faire plaisir. J'ai invité Patrick Modiano. Et donc on a dîné ensemble avec Modiano, et c'était extraordinaire parce que d'abord il parle plus que ce que j'imaginais, et puis il venait de publier un livre qui s'appelait Dans le café de la jeunesse perdue, et il y a des scènes assez importantes qui se passent aux 8 rue Cels à Paris, qui est une toute petite rue derrière la rue Froidevaux, vers la rue Daguerre, etc. Et il se trouve que ma belle-mère habitait là. Et à un moment donné, dans la discussion, il parlait de la 8 rue 16, et je lui ai dit, si vous voulez, j'ai les clés. Et il m'a regardé stupéfait, parce qu'on était encore dans un de ses romans. J'avais les clés du personnage dont il parlait dans son livre, vous voyez, comme quoi. Et donc, si vous voulez, cette écriture de Modiano, elle m'a vraiment traversé, non pas parce qu'elle est spectaculaire, elle n'est pas spectaculaire, mais parce qu'elle entrait profondément là où se jouait pour moi le cœur des choses. Et donc ce week-end, j'ai lu Encre sympathique, et quel titre magnifique d'ailleurs. Et il y a une phrase, page 63, que vous avez aussi soulignée, Nathalie. J'aurais dû la noter, mais où il dit en gros qu'il ne parle à personne, il ne parle plus, et il attend toujours que les livres vivent devant lui, se mettent à bouger avant de les écrire. Ben, c'est quelque chose que j'aurais pu écrire peut-être beaucoup plus maladroitement, mais que je ressens
énormément, c'est qu'effectivement, mes livres, j'ai l'impression qu'ils sont dans l'obscurité de mon esprit, et que par moments, il y a une lumière qui vient, vous savez, comme quand vous voyez quelque chose qui brille dans la nuit à un moment donné, et puis vous savez qu'il y a quelque chose là. Voilà, les livres, pour moi, c'est ça, il y a quelque chose, et à un moment donné, il y a une lumière, une parole, une atmosphère qui va les réveiller. Voilà. Peut-être comme Modiano, on peut dire que vous n'écrivez pas pour résoudre ou pour mettre à plat. Comme vous parliez plutôt d'un processus de jeter plus d'obscurité presque, en tout cas plus de complexité, et peut-être plus d'obscurité, oui. Ah oui, c'est intéressant comme réflexion, ça, parce que pour moi, la page blanche, elle est noire, en fait. Il n'y a pas de page blanche. Il y a tellement de choses déjà dessus que... Ben oui, il faut faire le tri. Il faut... vous voyez, tous mes manuscrits, sans exception, font le double des livres que je publie. C'est-à-dire que j'en enlève à peu près la moitié. Je me souviens, Korsakov, c'était un manuscrit de 1000 pages. Oui, qui est un gros livre. C'était un gros livre, mais il a fait à l'arrivée 560 pages. Ce que je veux dire, c'est que oui, tout ça, ça reste quand même confus parce que je ne travaille pas sur une matière précisément qui a été décantée, documentée. Il y a tellement de trous, il y a tellement de... Et encore aujourd'hui. Donc c'est presque un travail d'archéologue en fait, d'archéologue contemporain puisque je ne suis pas un dinosaure. Mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'est à peu près la même chose et donc à chaque fois que je reprends tout ça, je me rends compte qu'il y a des choses qui resteront mystérieuses. Mais je vais vous donner un exemple. Lorsque Korsakov, donc en 2004, j'ai eu un prix de la ville de Nice, donc je suis allé à Nice qui est ma ville natale. Et le prix m'a été remis par un maire d'extrême droite horrible qui a dit devant ma mère que ma mère s'était jamais occupée de moi. Enfin, c'était terrible. Bref. Et donc, il y avait un prix qui était important, qui était, je crois, 6 000 €. Je ne connaissais pas Nice. Je suis promené le soir et puis je suis tombé dans une impasse derrière le cours Saleya. Et là, il y avait c'était allumé, c'était un soir de printemps, et il y avait une sorte de boutique d'antiquaire, mais avec des choses très curieuses dedans, des vieilles malles, des uniformes de soldats d'Union soviétique, etc. Et puis il y avait une grande lampe, une lampe industrielle, et j'ai reconnu cette lampe, puisque dans Baiser de cinéma que j'étais en train d'écrire, je parlais de cette lampe. D'une lampe comme ça, en tout cas. Et c'était la lampe 21 des studios de la Victorine à Nice, avec lesquels notamment François Truffaut avait tourné La Nuit américaine. Et donc je demande au monsieur cette lampe, il me raconte un peu l'histoire, il me dit qu'il en avait 22, 23, et qu'il les avait toutes vendues, il lui restait celle-là. Et une qu'il avait gardée pour lui parce qu'elles étaient très belles et très impressionnantes comme un gros œil de cyclope. Et je lui ai demandé le prix de cette lampe. Et il m'a dit 6 000 €. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je la prends. Si vous pouvez la livrer à La Rochelle, parce que chez moi, elle est trop haute pour les plafonds. Et c'est seulement des années après que j'ai réalisé que moi qui étais né dans l'absolue obscurité de mes origines à Nice, j'étais allé des années plus tard acheter de la lumière. Voilà. Donc c'est bizarre, dirait Modiano. Oui, c'est assez modianesque aussi comme circonstance réelle, mais romanesque également. On a l'impression que, comme effectivement Modiano, du coup, vous écrivez le même livre depuis 30 ans. À la fois, il faut que la forme soit romanesque. Vous ne pouvez pas envisager d'écrire un récit, une autofiction. Il y a cette... vous le revendiquez énormément. Je me vois des entretiens où vous essayez vraiment d'installer une distance en disant que non, le narrateur, c'est vous, mais c'est quand même pas vous, quoi. Alors, c'est vrai que j'ai écrit des récits autour de cette histoire. Il y en a deux. Un qui s'appelle... trois même. Il y a eu L'homme qui m'aimait tout bas, qui ne porte pas la mention roman. Question à mon père,
que vous avez là dans une autre version qui est celle pour les lycées, je crois. Ouais. Et puis Le Marcheur Le de Marcheur Fès, ce de ne sont pas Fès, des romans, ouais. ce sont vraiment des récits où j'essaie d'être au plus près, même si en fait, dès que vous écrivez, vous êtes dans une forme de fiction, parce que vous réinventez un passé, des souvenirs. Donc déjà, vous êtes dans la fiction. Mais en tout cas, j'essaie là, par l'écriture, de cerner au plus près ce que je veux, les personnages que je veux raconter. En revanche, effectivement, que ce soit Rochelle, Korsakov, même Baiser de cinéma, où en fait il y a une quête de mère déjà, et puis 17 ans, pour moi, Évidemment, oui, 17 sont ans, oui. absolument des romans, parce que si je ne m'étais limité à raconter ce que je savais, c'était 10 pages. Je n'ai écrit justement que dans les trous, que dans les trous de mémoire, que dans les mensonges, que dans les silences. Recomposer la vie d'une jeune fille de 17 ans en 1960 ne pouvait être que de la fiction, dans la mesure où c'est toujours un sujet qui a été très lacrymogène pour ma mère, et donc il était hors de question de lui poser une question, même pas une. Donc tout ce que j'écris sont des choses que j'ai pu shipper ou comprendre ou saisir, et donc on n'est sauvé que par le roman, voilà. Et pour moi, si vous voulez, la fiction, et je suis pas le premier à le dire, mais je l'éprouve, et peut-être même le prouve aussi, mais je l'éprouve d'abord à chacun de mes livres, parce que je crois que c'est la fiction qui éclaire avec la lumière la plus crue le réel. Peut-être, je ne sais pas si la fiction dit la vérité, le mentir vrai d'Aragon, mais je pense qu'effectivement, par le roman, vous faites émerger des vérités qu'un récit ne ferait pas émerger. Si vous aviez pu, si vous aviez pu vivre de vos livres, est-ce que vous auriez abandonné l'activité de journaliste? Non, non, je crois que la question s'est un petit peu posée pour moi à un moment donné, et j'y ai vite répondu en faisant du journalisme. Ou alors, j'aurais pu enseigner, mais en tout cas pas l'écriture. Mais en fait, j'aime bien l'idée que l'écriture, c'est du temps clandestin, c'est du temps, sinon volé, mais enfin en tout cas, vous agrandissez votre vie quand vous écrivez. Vous la faites sortir des limites imposées, imparties. Mais si tout d'un coup, vos livres sont non seulement votre raison de vivre, mais votre moyen de vivre, ça change tout. Et je pense que je n'aurais pas aimé faire dépendre de mon inspiration mon loyer, mes enfants, etc. Je crois que ça ne m'aurait pas... certains le font, hein, et le font très bien. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, j'aime bien l'idée que l'écriture est quelque chose d'un peu à côté, mais parce qu'elle est à côté, elle est justement au cœur. Est-ce que dans le journalisme, vous avez, un peu comme Modiano, comme écrivain, des figures, des journalistes que peut-être nous ne connaissons pas, des figures moins connues peut-être, qui vous ont guidé, tiré vers le haut et montré ce que vous vouliez, quel journaliste vous vouliez être? Ah oui, oui, oui. Je pense que, en fait, pour moi, le journalisme, je l'ai d'abord vu comme étant une maîtrise du récit. Et donc, le contraire de ce qu'on prône aujourd'hui, qui est de dire, quand on est derrière un écran, on est dans la réalité, de dire que le réel, il faut aller le chercher, il faut aller toujours sur le terrain. Et moi, j'ai toujours privilégié ceux qui allaient voir, plutôt que ceux qui pensaient. Voilà. Moi, je suis un journaliste plus ventral que cérébral. Et donc, j'aime bien la réflexion, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais disons que pour moi, le métier de journaliste, c'est d'aller respirer le même air que ceux dont on parle. C'est une formule que j'utilise de temps en temps, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et donc, à partir de là, il y a d'abord eu des écrivains journalistes, un peu comme Joseph Kessel, qui étaient un peu des baroudeurs, ou comme Lucien Baudard. Donc ça, c'est des auteurs que j'ai beaucoup appréciés pour la manière qu'ils avaient de transfigurer le réel, et de nous faire lire des choses qu'on n'aurait sûrement pas lues autrement. Donc c'est Françoise Giraud qui disait, si vous avez du talent, n'attendez pas la 5e ligne pour le montrer. Bon voilà, des gens qui savent prendre le lecteur par la main et puis ils vous entraînent dans une histoire. Et donc pour moi, à l'époque, quand j'étais tout jeune journaliste, il y avait une grande figure qui avait quitté le Monde, mais qui restait quand même... vous savez, je me souviens, mes premiers reportages au Monde, c'était 1986,
Et il y avait un chef du service étranger qui s'appelait Jacques Amalric, le père de Mathieu, et qui m'aimait bien parce qu'il savait il avait reconnu Tintin chez moi, et qu'il pouvait m'envoyer un peu partout, sauf que Tintin n'écrit jamais un papier, hein, vous avez vu, sauf dans Tintin chez les soviets. Mais donc un jour, Amalric me dit, bon voilà, on comprend plus trop ce qui se passe en Éthiopie, il faut que tu partes. Mais quand? Demain. Bon. Et donc je suis parti un mois en Éthiopie. J'ai rejoint là-bas un médecin qui s'appelait Dr Minkowski, qui avait écrit beaucoup médecine aux pieds nus, etc. Et donc je l'ai suivi dans toute sa tournée des hôpitaux d'Addis Abeba. Je peux vous dire que moi qui vais jamais à l'hôpital le moins possible en France, c'était terrible ce que j'ai lu là. Mais avant de partir, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu aussi. Mais avant de partir, comme j'étais un peu paniqué par cette demande, je suis allé à la doc du Monde. Et la doc, c'était encore rue des Italiens, c'était d'immenses armoires métalliques qu'on manœuvrait avec des volants de semi-remorque. Et donc j'ai demandé le dossier Éthiopie, on m'a mis 5 gros dossiers sur mon bureau et j'ai commencé à regarder ce qu'on avait raconté sur l'Éthiopie ces dernières années. Et je suis tombé sur des reportages de Jean-Claude Guilbault et j'avoue que j'ai rien lu d'autre. J'ai rien lu d'autre et j'ai refermé ça, j'étais à la fois complètement bouleversé. Je me suis dit mais j'arriverai pas à la cheville d'un reporter comme ça et en même temps c'est un peu comme un voleur avec une pince Monseigneur. On se dit, tiens, bah lui, il parle comme ça, il commence son reportage comme ça, il relance. Là. Voilà, donc pour moi, c'était pour vous dire que les reportages de Jean-Claude Guilbault, que ce soit en Éthiopie, que ce soit en Inde, il avait fait une série d'été sur 100 mètres d'un trottoir à Bombay. Et il racontait chaque jour quelque chose sur ces 100 mètres de trottoir. C'était incroyable ce texte. Voilà, donc après, je suis devenu reporter, j'ai dirigé le service des reporters au Monde, mais quand j'avais des jeunes reporters qui rentraient dans mon service, je leur disais toujours, lisez quand même 2 ou 3 reporters du Monde, et notamment Guilbault, La Couture, des gens comme ça. Comme le temps avance, effectivement, je voulais qu'on parle de ces journaux que vous avez créés depuis 5 ans, ces journaux, revues, MOOC, je ne sais pas comment vous appelez, America et Zadig, ni même le 1 d'ailleurs, magazine, comment vous l'appelez? Oui, c'est vrai que c'est un peu des ovnis, toutes ces publications. Moi, je dis que ce sont des journaux d'inactualité. Voilà, parce que je pense que l'actualité nous détourne de ce qui est important. Il arrive que l'actualité soit importante, mais Oui, quand très même. souvent... Pardon? Oui, quand même. Oui, mais pas toujours. Et souvent, c'est pas le cas. Souvent, l'actualité, c'est l'écume des choses. Et très souvent, les choses qui sont vraiment importantes, elles ne font pas un titre de presse. Ce qui fait un titre de presse, j'allais dire, c'est une sorte de racolage public. C'est des choses dont on se dit, ah oui, ça va marcher parce que c'est un peu spectaculaire, un peu scandaleux, un peu ceci, un peu cela. Et donc, moi, j'essaie de faire des journaux qui sont à mi-chemin entre un journalisme à la fois d'idées, un journalisme de témoignages, donc de reportages, et puis un journalisme qui ne soit pas l'entre-soi journalistique. Je pense que ce qui caractérise le 1 ou Zadig ou America, c'est d'avoir ouvert le compas pour faire traiter l'actualité ou l'événement, ou au contraire ce qui n'est pas de l'actualité, de le faire envisager à la fois bien sûr par des journalistes, des reporters, mais aussi, vous l'avez dit, des écrivains, des poètes, des chercheurs. Le dernier numéro du 1 qui s'appelle Climat et Fake News, le vrai du faux, on l'a fait avec la Sorbonne, vous vous rendez compte? Un journal qui fait un numéro spécial avec des chercheurs de la Sorbonne. Alors, si vous dites ça à un journaliste normalement constitué, il va vous dire non mais ça va pas marcher, et puis de toute façon les chercheurs ne comprennent rien à ce qu'ils racontent. Bon. Donc ça veut dire on va se mettre à distance la complexité. Alors que moi j'ai toujours voulu, par le 1, qu'on a créé effectivement il y a 5 ans, traiter un seul sujet sur une seule feuille de papier. Et donc ça se déplie, il n'y a même pas une agrafe, hein, c'est vraiment un pliage. Et faire se rencontrer des écrivains que je mêle au bruit du monde, mais avec leur distance. Je me souviens, le premier numéro du 1, c'est parce qu'il est comme un manifeste, et il dit très bien ce qu'on a fait depuis 265 ou 6 numéros maintenant. Ça s'appelait « La France fait-elle encore rêver ?»
Et j'avais demandé un texte à Jean-Marie Leclésio qui l'avait écrit depuis Albuquerque. Il avait regardé la France là où il était. Et j'avais demandé à Raymond Depardon, on avait ensemble sélectionné 3 ou 4 photos qui disaient pour lui la France. Et il les avait légendées de sa main. Et bien sûr, il y avait du journalisme, puisque nous, journalistes du 1, avions écrit dans ce numéro. Et puis on avait demandé à Costa Gavras, à Angelin Prège-Locage, à différents artistes étrangers qui avaient choisi la France pour vivre et pour faire leur œuvre, leur regard sur la France. Pour moi, c'est ces regards toujours éclatés. Alors dans Zadig, c'est pareil, on raconte la France. Et on raconte la France avec à la fois des grands entretiens comme on a pu avoir avec Mona Ozouf, avec Michel Serres, là avec Pierre Lemaitre, mais aussi avec Michel Vinocq, avec Hervé Lebras, avec une dessinatrice comme Catherine Meurice, qui a un œil incroyable, avec des écrivaines comme Nina Bouraoui, qui raconte comment elle est devenue française été après été en allant en Bretagne chez sa grand-mère dès qu'elle a eu 12-13 ans. Quand Véronique Olmy raconte Nice, bah, c'est encore autre chose. Donc, si vous voulez, à chaque fois, on raconte un fait divers, mais c'est Christophe Boltanski souvent qui fait les faits divers pour nous. Donc, on essaie, comme une boule à facettes ou un kaléidoscope, de faire rentrer plein de France, plein d'angles, pour finalement dire que la vérité n'est jamais unique, mais qu'elle est toujours multiple, même si c'est toujours... Aujourd'hui, c'est plus compliqué de dire ça, puisqu'on parle des vérités alternatives, des fake news, etc. Mais il n'empêche que le vrai est toujours quelque chose qui se diffracte comme la lumière et qu'il faut arriver à recanaliser par différents regards. C'est ce qu'on fait, donc c'est une autre manière de faire du journalisme. Je vais peut-être vous proposer de prendre la parole, si vous avez des questions, des réflexions auprès d'Éric Fotorino. Il y a un monsieur qui est derrière vous et après vous. D'abord monsieur du deuxième rang et après vous, monsieur. Merci. Difficile de ne pas commencer la journée en remerciant Télérama pour cette journée annuelle. Merci d'être là. Auquel nous venons régulièrement. Et puis quel bonheur d'avoir M. Fotorino que l'on voit toujours avec admiration ou qu'on lit avec admiration. Je me permettrai juste de revenir sur ce que vous avez pu dire au niveau de l'écriture, lorsque l'on voit comment peut-être aujourd'hui évoluent certains écrivains dans le fait d'aller au plus profond de ce qu'ils ont pu vivre, entre guillemets, subir, et pouvoir le révéler, que ce soit vrai ou pas vrai, après c'est autre chose. Je voulais savoir si chez vous, tout à l'heure vous parliez de cette malle d'espion avec en dessous les voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de sous-malle, hein, et à un moment, un endroit où vous dites non, là je peux pas aller, soit parce que je ne peux pas, soit parce que je vais toucher quelqu'un de ma famille ou autre, et c'est là que vous mettez éventuellement votre limite. Voilà. Et merci beaucoup pour votre réponse. Oui, c'est très intéressant cette question parce que pour moi, l'écriture, qu'elle soit journalistique ou littéraire d'ailleurs, c'est toujours une sorte de dialectique, d'opposition entre la liberté et la responsabilité. Bien sûr qu'on est libre d'écrire tout ce qu'on veut, ou alors on n'écrit pas. Mais l'écriture est un lieu, pour moi, de transgression. C'est-à-dire c'est un lieu où des mots viennent que je n'aurais jamais prononcés, même que je ne prononcerai sûrement jamais. Donc c'est un espace de liberté infinie. Mais l'infini a peut-être lui aussi des limites, puisque effectivement, il y a la responsabilité que vous avez d'écrire quelque chose qui va être publié, qui va être distribué, et que vont voir, avant que des inconnus le lisent, il y aura déjà des gens connus de vous qui le liront, et qui pourront en effet réagir à ça. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est un matériau assez explosif, puisque depuis toujours, je manipule quelque chose qui m'a été donné tordu. Donc moi, ma liberté, c'est de le détordre. Ma responsabilité, c'est pas de le retordre dans l'autre sens. Voilà. Donc, ce qui veut dire que probablement que lorsque ma mère lit mes livres,
Souvent, elle m'a dit, mais quand est-ce que tu écriras un livre qui finit bien? Bon. Je sais très bien qu'il y aura une charge émotionnelle forte par le fait même que je m'empare d'éléments de son existence, ou peut-être même de sa non-existence, puisque par exemple dans 17 ans, ce que je me suis appliqué à montrer, c'est qu'elle n'est rien. Elle n'est rien, elle n'existe pas, elle n'a le droit de ressembler à rien. Donc effectivement, je me souviens quand elle a lu ce texte, qui n'était pas un livre, je veux dire par là, je donne, quand ce sont des livres dont je sens qu'ils ont une charge, je les fais lire à 2 ou 3 personnes concernées, avant que ce soit des livres déjà brochés, parce que là, ils ne pourraient plus rien faire. Non pas qu'ils fassent quelque chose, quand je donne, c'est même pas des épreuves, un tapuscrit. Personne ne m'a jamais demandé de mes proches de corriger quelque chose, jamais. Mais j'aime l'idée qu'ils pourraient le faire, qu'il n'y a rien qui est encore figé. Mais je me souviens que lorsque ma mère a lu le tapuscrit donc, de 17 ans, dont il existe 11 versions, et donc elle a lu la 11e version, parce que ça a été, on ne va pas reparler de tout ça longuement, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais elle m'a dit 2 choses, enfin elle m'a écrit, elle ne me les a pas dites. Elle m'a dit d'abord merci de l'avoir écrit de mon vivant, donc c'était quelque chose finalement qu'elle a lu comme étant une sorte de libération de quelque chose. Et la deuxième chose, elle me dit, rien de ce que tu me fais dire, je ne l'ai dit, mais c'est moi. Voilà. Il y a monsieur au premier rang qui voulait poser une question. Bonjour. J'ai une question qui vous concerne aussi, Nathalie. Vous allez voir. Je voulais savoir quelle était votre position concernant le conflit qu'il y a en ce moment entre le groupe des journalistes du Monde, puisque vous écrivez dedans, hein, Télérama fait partie du même groupe, et de ce conflit donc qu'il peut y avoir avec la direction de la rédaction, et est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir s'en sortir, qu'ils vont pouvoir obtenir satisfaction? Alors, pour moi, c'est une histoire déjà derrière moi, puisque j'ai quitté le Monde, comme vous savez, en 2011. Donc, pour tout vous dire, j'ai pas suivi de très près. Moi, je suis celui qui a vendu le Monde, qui a mis fin à une utopie qui durait depuis un demi-siècle. Donc, c'est quelque chose de lourd pour moi. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à 25 ans journaliste au Monde, poussant la porte de la rue des Italiens, j'imaginais pas, 1, que je le dirigerais un jour, et 2, que je devrais le vendre. Mais l'histoire est comme ça. Et donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 2007, quand je suis devenu directeur du Monde, le Monde avait une dette de 100 millions d'euros et un déficit d'exploitation. La dette, c'est du stock. Le déficit d'exploitation, c'est année après année, est-ce que vous gagnez de l'argent ou pas. Donc, on ne gagnait pas d'argent et on avait 100 millions de dettes. Donc, moi, je me suis employé avec, à l'époque, Louis Schweitzer et David Guiraud, qui étaient le trio dirigeant du Monde, de redresser l'exploitation, ce que nous avons fait. On a remis le Monde à l'équilibre et de chercher comment rembourser ces 100 millions. On ne pouvait pas, nous, les rembourser par l'exploitation, on pouvait déjà la remettre à l'équilibre, mais donc il fallait aller chercher d'autres financiers, des actionnaire. Il s'est passé quand même 2 choses qu'il est bien de dire là, parce que je ne dirai rien sur ce qui se passe en ce moment, j'en sais rien. Mais il faut quand même revenir à ça. Il n'y a pas d'actionnaire pour rien au Monde. Il fallait des nouveaux actionnaires. C'est que la première chose, pendant les années où j'ai dirigé ce journal et ce groupe, j'avais une pression très très forte de la part de Nicolas Sarkozy, alors chef de l'État, pour donner quasiment le Monde au groupe Lagardère, ce que j'ai toujours refusé. Et je me suis battu pour ça. Donc j'ai fait en sorte que Arnaud Lagardère ne mette pas dans son escarcelle le Monde, Télérama, enfin tout le groupe, La Vie, le Monde.fr, Courrier International, etc. Et deuxièmement, j'ai négocié pendant plus d'une année avec Carlo de Benedetti en Italie pour que le Monde devienne un élément d'un groupe européen de presse qui partageait la même vie que nous, professionnels, c'est-à-dire les diffusions qui baissaient, la pub qui baissait, le numérique qui explosait mais qui n'avait pas de modèle économique, les imprimeries qui étaient des fardeaux. Donc, je pense que l'Élysée a fait capoter cette candidature. Parce qu'Alain Minc était devenu le conseiller média de Nicolas Sarkozy. Et lorsque j'ai dit au chef de l'État de l'époque que je ne souhaitais, en juin 2010, que je refusais farouchement que le Monde tombe dans l'escarcelle
de Lagardère, il s'est passé 3 choses en 3 semaines. Premièrement, Vincent Bolloré m'a appelé pour me dire qu'il n'imprimerait plus Direct Matin sur les imprimeries du monde. Deuxièmement, j'ai su par le groupe de Bernard Arnault, Les Échos, qu'il n'imprimerait plus les Échos sur les imprimeries du monde. Et troisièmement, le groupe Lagardère, par le JDD que nous imprimions, m'a signifié que l'imprimerie était moins performante, donc ils allaient quitter aussi l'imprimerie du monde. Donc ça a été un manque à gagner que vous n'imaginez pas. Donc évidemment, on nous a mis dans une nasse. Donc Benedetti s'est retiré du jeu et on avait tout d'un coup 2 millions d'euros qui foutaient le camp. Sur ces entrefaites sont arrivés le trio Niel, Berger, Pigasse. Et évidemment, face à une autre candidature de Claude Perdriel qui était complètement frelatée, non pas par Claude Perdriel, qui est un homme que j'estime beaucoup, mais par ceux avec qui il s'était lié, qui étaient les Espagnols de Prisa, conseillés par Alain Minc, qui revenaient par la fenêtre après que je l'ai mis dehors par la porte, et avec le groupe Orange de Stéphane Richard, donc, qui était donc téléguidé par l'Élysée. Donc j'ai refusé devant tout le groupe Le Monde, j'ai dit que je ne voulais pas de cette candidature, que pour moi elle n'était pas digne de notre groupe et de nos valeurs. Donc évidemment le trio a ramassé la mise, et à titre personnel, j'ai négocié avec Pierre Berger pour lui dire, voilà, Pierre, moi je suis le 7e directeur du Monde, je ne suis pas Beuve-Méry. Mais je pense que si je faisais parler Beuve-Méry, je pense qu'il serait très rassuré si son journal, l'œuvre de sa vie, était à l'abri des forces de l'argent et donc entrait dans une fondation. On rejoint l'actualité. Et Pierre Berger m'a dit, vous pouvez compter sur moi. Pour ce qui concerne mes parts, je ne peux pas parler au nom de Pigasse et de Niel, mais pour ce qui me concerne, je ferai en sorte que mes parts soient ensuite gérées au profit des personnels du Monde, et pas seulement des journalistes du Monde, mais du groupe Le Monde. Voilà. Et donc l'encre des accords portait cet esprit-là. Ensuite, à la mort de Pierre Berger, j'ai été surpris de voir que finalement, il y avait un partage, en tout cas prévu, des actions de ses parts entre Pigasse et Niel. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu des accords qui sont intervenus après mon départ que je ne connais pas. Mais en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un actionnaire qui souhaite vraiment être dans l'esprit de son acquisition et un autre qui me paraît avoir trahi l'esprit de ce qui était prévu au départ. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Je ne peux pas tellement dire davantage. En plus, les discussions, je crois, sont encore en cours et assez confuses. Et il arrive qu'on ait dans la même journée 3-4 informations mises au point, etc. Je pense que, en tout cas, ce que tentent les rédactions du groupe Le Monde, le Télérama, Le Monde, La Vie, Courrier, etc., c'est de préserver peut-être ce qu'il reste de cette utopie dont parlait Eric, de faire avec ce fonctionnement capitalistique, mais de faire en sorte de garder le maximum de droit de regard sur ces actionnaires et sur la politique qu'ils entendent, enfin voilà, ce qu'ils attendent du groupe et des rédactions, quoi. Mais voilà, l'affaire est vraiment en cours. On peut prendre une... Ah non, on ne peut pas. Je suis désolée. À moins qu'il y ait vraiment une toute dernière question qui brûle, mais non, je crois qu'on est a priori, sauf si quelqu'un a vraiment très très envie. Sinon, l'heure est arrivée où on doit rendre la salle. Merci beaucoup, Éric Fotorino. Merci Nathalie. Et merci à vous. Merci à vous tous.